Donc, je vais vous parler de modélisation intégrée du procédé de soudage par friction malaxage. Et donc, je tenais à remercier donc, Yves Bréchet, qui a travaillé avec moi sur ce sujet depuis de nombreuses années. Bruno de Meester, qui est un spécialiste du soudage et donc qui a été impliqué dans les aspects modélisation du procédé. Anne Danquin de l'ONERA, surtout sur les aspects précipitation. Et puis Thomas Pardoun, qui est un spécialiste à l'Université catholique de Louvain sur les aspects d'endommagement. Voilà. Alors, la première question que vous avez probablement envie de me poser, c'est qu'est-ce que c'est le soudage par friction malaxage? Et donc, si elle veut bien démarrer, normalement, elle ne veut pas. Ça marchait tout à l'heure, oui. Bon, elle ne veut pas. Eh bien, c'est une petite vidéo qui va vous montrer normalement comment fonctionne le procédé de soudage par friction malaxage et la façon dont la petite technique expérimentale qu'on a développée à l'Université de Louvain. Mais donc, je vais vous expliquer ici, sur ce schéma, comment fonctionne ce procédé. Alors, en fait, vous avez un outil qui est souvent de l'acier pour souder de l'aluminium. Donc, ça, c'est pratique, ça ne coûte pas cher. Et alors, cet outil est composé d'un épaulement, ici, et d'un pion. Alors, c'est un procédé de soudage à l'état solide. Ça veut dire qu'on va déjà s'affranchir de tous les aspects solidification. Donc, on n'aura pas de défaut de solidification. Dans les soudures, c'est un des problèmes majeurs, c'est les défauts de solidification. Donc, déjà, on va éviter ça. Donc, ça, c'est un procédé intéressant pour ça. Et en plus, on chauffe moins, donc forcément, on détruit moins la microstructure. Souvent, des microstructures optimisées, dès qu'on se met à les chauffer, eh bien, elles ont tendance à ne pas être très stables, et donc il arrive beaucoup de choses. Et Yves Bréchet vous a parlé d'un certain nombre de choses qui peuvent se produire avec la température. Bon, ben, on va déjà éviter un certain nombre de choses quand on chauffe moins. Alors, cet outil, qu'est-ce qu'il va faire pour produire la soudure? Eh bien, il va descendre jusqu'au moment où la partie ici, qui est l'épaulement, est en contact avec la surface supérieure de la pièce. Et donc, vous avez cette petite partie qui s'appelle le pion, qui va mélanger la matière, et cette partie supérieure, l'épaulement, qui va chauffer. Et donc, par frottement, essentiellement, et par déformation plastique. Et donc, par frottement, par déformation plastique, vous avez un mélange de matière. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le métal et on le mélange. Et ça soude. Et donc, on continue à avancer et on finit par avoir une soudure qui n'est donc pas passée par l'état solide. Alors, c'est très intéressant comme procédé parce qu'en gros, ça consiste à mélanger des métaux. Donc, on peut faire plein de choses quand on sait mélanger des métaux. Mais ce n'est pas l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de l'optimisation de ce procédé en tant que procédé de soudage. Et donc, je vais vous parler de deux parties principales ici. D'abord, je vais vous décrire les différents modèles. Et donc, je vais assez succinctement ici vous parler des différentes briques qui vont nous permettre d'optimiser ce procédé. Et donc, je vous parlerai de la brique de la modélisation du procédé en lui-même, donc de la thermique du procédé, l'évolution des microstructures, les aspects durcissement qui sont associés à la précipitation, les aspects écrouissage, et puis enfin, le comportement global du joint et essentiellement dans une traction travers. Donc, on tire sur la soudure dans un essai de traction classique. Et puis les aspects endommagement, quelle est la résistance à la rupture de ces joints. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on peut utiliser toutes ces briques qu'on a validées pour optimiser le procédé. Alors, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur les différentes parties, les différentes briques, eh bien, je vous invite à aller voir cet article relativement récent qui vous décrit l'ensemble des procédés avec beaucoup plus de détails. Alors, la première partie, donc, parlons de la description du procédé et d'application aux soudures. Alors, je vais parler de deux alliages d'aluminium, le 6005A T6 et le 6056 T78. Donc, ces deux matériaux, le premier qui avait été étudié à l'Université de Louvain et le deuxième à l'ONERA. Alors, comment vont s'agencer les différentes briques de cet ensemble de modélisation intégrée?
Donc Yves Bréchet vous a bien expliqué l'intérêt d'avoir différentes briques. Eh bien, ici, on a tenté de faire le lien entre les paramètres du procédé. Et les paramètres du procédé, je vous ai parlé donc, de l'avance. Et puis, il y a la vitesse de rotation. Et puis, il y a éventuellement des paramètres de pression qu'on aura moins traités ici. Et puis, j'ai envie de faire le lien entre ça et finalement les propriétés d'usage des joints. Comment est-ce qu'ils vont se comporter lorsque je vais tirer dessus? Et donc, comment est-ce qu'ils vont se comporter dans une pièce, dans une structure? Et pour arriver à faire le lien entre ces différentes parties, eh bien, on doit d'abord savoir comment est-ce que ces paramètres du procédé vont influencer sur l'histoire thermomécanique. Ensuite, on doit savoir comment cette histoire thermomécanique va influencer sur les microstructures. Et en particulier, ici, on est dans des alliages d'aluminium. Donc, c'est la précipitation, la présence de soluté qui va avoir un impact sur les limites d'élasticité, les crouissages locaux. Donc, localement, à chaque endroit de la soudure, eh bien, il va y avoir une histoire thermique différente, une évolution de précipitation différente, et donc un impact sur la limite d'élasticité et les crouissages. Et puis, finalement, comme ça se produit à différents endroits dans ma soudure, eh bien, globalement, comment va se comporter mon joint. Donc finalement, on va traiter ces différentes étapes et les différents modèles vont être validés sur des échantillons qu'on aura traités thermiquement, puis sur des soudures qui ont été réalisées sur le dispositif expérimental de l'Université catholique de Louvain et de l'ONERA. Première brique, l'histoire thermomécanique du procédé. Alors, voilà le fameux dispositif expérimental, en 2 mots, celui de l'Université de Louvain. Vous voyez, vous aviez une mesure du couple. L'outil, il est là, on ne voit pas fort ici. Une mesure de température dans l'outil. Vous avez des mesures de température le long du joint. Donc, on avait vraiment un monitoring complet de ce qui se passe au niveau du joint, au niveau des températures, au niveau des efforts. Et à partir de ça, on va pouvoir valider un modèle. Alors le modèle ici décrit très simplement en quelques mots. Eh bien, en données d'entrée expérimentale, on va utiliser la perte de chaleur via l'outil. Et ça, on l'obtient grâce aux mesures de température qu'on a pu faire dans l'outil. Comme on l'a fait à 2 endroits différents, on peut connaître le flux de chaleur dans l'outil. Et puis, il y avait la puissance totale. Et bien ça, on a une mesure du couple, donc on peut estimer la puissance totale qui est mise dans le joint. Alors, il y a des modèles qui permettent de manière intéressante de prédire ce couple en tenant compte des propriétés de la matière. Finalement, le couple en soudage, il est lié au fait que vous devez mélanger de la matière, donc vous devez mettre de l'effort pour mélanger cette matière, et grâce aux propriétés de la matière et l'évolution de la limite d'élasticité de cette matière en fonction de la température et des paramètres matériaux, eh bien, vous pouvez obtenir ce couple. Donc ici, on l'avait pris simplement sur base expérimentale, c'était plus simple. Et puis, bien, il fallait dire comment la chaleur va être générée. Alors, bon, on a dit qu'elle se générait sous forme volumique. Je vous ai dit qu'il y avait l'effet du pion qui était essentiellement de mélanger. Et puis, vous avez l'effet des surfaces, un contact, un frottement à la surface. Et donc, on avait une génération de chaleur volumique associée à des déformations plastiques et une génération de chaleur surfacique associée au frottement. Et puis, il y avait des déplacements de matière chaude. Alors, vous voyez qu'on mélange la matière chaude, donc forcément, on transporte de la matière chaude. Donc, ça a un effet aussi sur la distribution de température. Et puis, eh bien, on a une plaque qui est en dessous, qui était souvent dans un acier à haute teneur en carbone. Et eh bien, la façon dont le contact se fait entre la pièce et la plaque support a un impact énorme. Si vous mettez, et ça on le verra après, un autre matériau, eh bien, il va plus facilement pomper de la chaleur, donc ça a un impact. Donc finalement, sur base de ça, eh on a pu développer un modèle et le comparer avec des expériences. Vous voyez que ça marche relativement bien. On avait même été jusqu'à mettre des thermocouples vraiment très très près. Et donc vous voyez qu'on arrivait finalement avec notre modèle relativement simple à prédire pas trop mal les cycles thermiques
dans ces soudures. Alors, maintenant, on a un modèle qui nous permet d'avoir les cycles thermiques en fonction des paramètres de la soudure. Et on souhaite faire le lien avec le lien entre l'histoire thermomécanique, ici essentiellement l'histoire thermique, et les microstructures locales, et donc l'évolution de la précipitation. Et donc ça se fait par de la thermodynamique et de la cinétique finalement. Et donc, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ces soudures au niveau de l'évolution de la précipitation. Et donc, dans un alliage d'aluminium de la série 6000, on a comme élément d'alliage essentiel du magnésium et du silicium. Alors, le composé stable qui est formé, donc si on regarde le diagramme de phase, eh bien, c'est du Mg2Si. Ici. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a toutes sortes de précipités métastables qui vont apparaître avant que finalement cette structure stable se forme, et c'est ça qui donne le durcissement des alliages d'aluminium. Et donc, finalement, lorsqu'on part d'un matériau de base qui est à l'état T6, donc qui a un durcissement vraiment optimal, eh bien, ce matériau contient ce qu'on appelle des bêta-secondes. Donc, il y a toute une zoologie des petits précipités qu'on peut obtenir dans les alliages d'aluminium. Et dans un simul 5A à l'état T6, eh bien, c'est essentiellement des bêta-secondes qu'on va avoir. Donc, c'est des petites aiguilles très fines. Et vous voyez la taille typique de ces choses-là. On parle de la dizaine de nanomètres maximum. Et puis, dans la zone affectée thermiquement, eh ces petits bêta-secondes vont évoluer, se transformer en bêta-primes, qui, eux, sont nettement plus gros. Et donc, ils offrent une résistance moins importante. Donc, on va avoir un adoucissement dans la zone affectée thermiquement. Et ça, on en reparlera par la suite dans le modèle, puisqu'on va faire un modèle qui va nous permettre de prédire cet adoucissement. Et puis, finalement, dans le noyau, eh bien, on a la formation de la phase stable. Alors, dans la partie vraiment centrale de la soudure, il est fait nettement plus chaud, donc les cinétiques sont augmentées, donc on a formation d'une phase stable, mais on a surtout et avant tout une dissolution de tous ces précipités. Donc, tous ces petits précipités vont être mis en solution solide. Et puis, cet état-là n'est pas très stable dans le temps. Donc, à température ambiante, au bout d'un moment, ça peut être quelques jours, eh bien, vous allez avoir formation de ce qu'on appelle des zones GP. Et donc, c'est des petits clusters, donc c'est ces atomes qui sont dispersés, qui finalement ne sont pas tellement heureux dans cette situation-là, vont se remettre ensemble et former ce qu'on appelle des zones GP. Donc ça donne aussi un petit durcissement aux matériaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'état T4. On a un autre état du matériau. Donc finalement, vous voyez qu'on a une évolution de la précipitation dans les différentes zones de la soudure. Et alors, l'objectif finalement du modèle, c'était de faire le lien entre la distribution initiale des tailles de précipités. Donc, on a mesuré ici, en regardant un grand nombre d'images en microscopie électronique en transmission, et donc on a fait une distribution du rayon équivalent en fonction la distribution de densité des différentes tailles de précipités qu'on peut observer. Et donc, avec les cycles thermiques qu'on a mesurés et prédits, on aimerait bien savoir maintenant quelle va être la distribution de rayons, de fractions volumiques de ces précipités, puisque finalement, le rayon et la fraction volumique moyen, c'est déjà quelque chose, c'est une information déjà très utile pour pouvoir estimer en moyenne quel va être le comportement mécanique de cet alliage après ce cycle anisotherme. Et donc, finalement, je ne vais pas détailler ici les différentes lois qu'on va utiliser, mais on va se retrouver avec un modèle en classe de taille qui va utiliser des lois de germination, de croissance des précipités, finalement de la thermodynamique, et puis de la continuité matière, disant que quelque chose qui n'est plus en solution solide, qui est dans un précipité, on doit le retirer à la solution solide quelque part. Donc on fait une balance entre ce qui rentre et ce qui sort des précipités.
Et donc finalement, ici, vous avez une comparaison des résultats donc avec les expériences, avec des analyses d'images de microscopie électronique en transmission, où on voit ces petits précipités. Comme je vous ai montré, il y a 2 transparents. Je vous ai montré que ces petits précipités étaient allongés et grossis dans la zone affectée thermiquement. Et donc, vous voyez qu'ici, on observe bien, dans la zone affectée thermiquement qui est ici, la croissance de ces précipités. Alors, ce qui est intéressant aussi, qu'on voit ici, et qu'on va reprendre le long des différents modèles, eh bien, c'est qu'on voit que à 200 mm par minute, donc finalement avec une vitesse d'avance relativement lente, on va croître ces précipités beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui se passe à 200 mm par minute? Vous avancez beaucoup plus lentement, et donc ce qui se passe, c'est que vous refroidissez plus lentement. Vous prenez plus de temps, vous allez passer plus de temps à haute température. Et donc finalement, vous avez une croissance, des plus gros précipités que lorsque vous avancez à 1 mètre par minute. Vous allez plus vite, et donc ces précipités ont moins de temps pour croître. Alors, je vous ai parlé d'un deuxième alliage, le 6056 T78. Alors, pourquoi est-ce qu'on a regardé ce deuxième alliage, plus particulièrement en parallèle de l'autre alliage 6005A? Le 6056 est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va précipiter de manière hétérogène. Yves Bréchet vous a parlé tout à l'heure de précipitations qui peuvent, de carboniobium donc sur des dislocations. Et bien finalement, ici, on va observer le même genre de phénomène, de la précipitation hétérogène. Donc ici, on a de la précipitation sur les dispersoïdes, notamment, qu'on va observer. Donc on va partir d'une précipitation qui est déjà un petit peu plus compliquée parce qu'on a une phase qui contient beaucoup de cuivre. C'est un alliage qui est un petit peu plus riche en cuivre. Donc en plus du magnésium et du silicium dont je vous parlais tout à l'heure, il y a encore le cuivre qui vient jouer avec. Et donc ça complexifie un petit peu les choses, mais ça complexifie aussi et ça rend cette précipitation favorable à la précipitation hétérogène. Et donc c'est ce qu'on va observer dans les différentes zones de la soudure. On peut observer de la précipitation hétérogène, et en particulier dans la partie centrale de la soudure. Et donc finalement, on va faire un peu le même genre de travail, mais la chose qui complique ici, c'est que vous avez une distribution initiale de précipités, mais par contre, vous avez une précipitation qui peut être homogène ou hétérogène. Donc vous allez, dans ce cas-là, devoir traiter le problème de la précipitation homogène ou de la précipitation hétérogène qui peut être dans un cas favorisé ou défavorisé. Et donc, pour tenir compte de ce conflit entre la précipitation homogène et hétérogène, il faut rajouter un certain nombre d'équations. Puis en plus, ici, et on aurait peut-être dû le faire dans le cas du 6005A qui présentait une précipitation homogène, c'est en plus tenir compte du rapport d'élancement des précipités. Je vous ai dit tout à l'heure, on parlait d'aiguilles. Et moi, je vous ai dit dans le premier modèle, on va traiter ça comme un rayon. Vous voyez, une aiguille, un rayon, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc ici, dans le cadre de ce modèle-là, donc qui a fait l'objet de la thèse de Christophe Gallet à l'ONERA ici à Châtillon. Et donc, notamment, ils ont traité les problèmes de rapport d'élancement. Vous voyez ici un peu les résultats de la simulation qui vous permettent de tenir compte de cette précipitation hétérogène et homogène. Et vous voyez comment les résultats expérimentaux collent relativement bien à tout ça. Alors, on arrive à la brique suivante. Et la brique suivante est le lien entre les microstructures locales, donc la précipitation, donc les rayons de précipité, les fractions volumiques de précipité. Maintenant, j'ai envie de savoir comment cette fraction volumique de précipité, que je peux prédire dans les différentes zones de la soudure en fonction du cycle thermique, donc de la température, en fonction du temps que je vais avoir observé dans les différentes zones de la soudure, mesurer, prédire. Comment est-ce que ça va impacter sur la limite d'élasticité et l'écrouissage localement? Alors, le durcissement des alliages à précipitation, eh bien, finalement, ça
il y a deux parties principales, deux mécanismes principaux qui vont être séparés par un rayon critique, à partir duquel on va changer de mécanisme. Donc le premier mécanisme, c'est le précipité qui est cisaillé. Donc une dislocation va passer dans le précipité et puis elle va le cisailler. Donc ça, c'est un résultat d'une modélisation en dynamique moléculaire qui montre le précipité, enfin ici c'est plutôt une cavité, mais peu importe, qui est cisaillé par le passage d'une dislocation. Et donc là, on a une force moyenne de l'obstacle qui va être proportionnelle au rayon du précipité. Et puis, lorsque le précipité est contourné, voilà, donc le précipité a atteint une certaine taille, au-delà du rayon critique, eh bien, ce sera plus facile pour la dislocation de le contourner. Et donc, le contournement du précipité par la dislocation va mener à la formation de ce qu'on appelle des boucles de Rowan. Donc, on va avoir un certain nombre de petites boucles qui peuvent même éventuellement s'additionner. Si vous avez plusieurs dislocations qui passent autour du précipité, bien, vous pouvez avoir de plus en plus de boucles de Rowan qui vont s'accumuler autour du précipité. Puis on verra par la suite que ça peut poser des problèmes. Au bout d'un moment, il y en a un petit peu trop. Alors, donc ici, ben, vous voyez comment cette fraction volumique de précipité, ce rayon du précipité, ici vous avez l'évolution de la force. Donc vous voyez qu'on peut prédire la limite d'élasticité du précipité en fonction de la fraction volumique de précipité et du rayon du précipité en fonction de s'il est cisaillé ou contourné. Alors voici quelques traitements thermiques isothermes. Donc on a mis nos alliages d'aluminium 6005 et 6056 dans des fours à 180, 300, 350 degrés. On a vu comment ils évoluent et donc voilà comment leur limite d'élasticité évolue. Et donc on a ensuite tenté, donc ici c'est en fonction du rayon du précipité. Donc vous voyez ici donc, l'état qu'on appelle T4, je vous ai dit, avec des petites zones GP, puis vous avez l'état T6 avec une grande densité de bêta secondes, et puis au bout d'un moment, bien, vous avez la phase stable Mg2 ici. Et entre les deux, bien, vous avez ces fameux bêta primes qui sont vraiment des plus gros précipités. Et donc le modèle arrive bien à prédire l'évolution de cette limite d'élasticité en fonction du rayon du précipité. Ça dépend évidemment de la fraction volumique également, mais ici on a fait l'hypothèse que la fraction volumique restait constante. Alors, donc, je vous ai parlé de cette contribution de la précipitation. Vous avez aussi une contribution de la solution solide dont je ne vous ai pas parlé ici, mais qui s'ajoute également au durcissement. Alors maintenant, on a appliqué ce modèle-là à nos soudures, et je vous ai parlé de soudure à 200 mm par minute, donc une vitesse très lente, et puis je vous ai parlé de soudure à 1 mètre par minute, 1000 mm par minute, qui était nettement plus rapide. Et on a réalisé ces deux soudures en pratique. Je vous ai montré des cycles thermiques pour un certain nombre de soudures, et donc on a mesuré les cycles thermiques. Et puis, on a également extrait des petites éprouvettes de traction. Donc, vous voyez, la direction de soudage, elle est comme ça. Vous avez la partie centrale de la soudure qui est là, les noyaux. Donc, on a extrait une petite micro-éprouvette de traction là. Et puis, dans les différentes zones de la soudure. Donc, ces éprouvettes, bon, à la précision de l'usinage et à la précision de l'homogénéité, elles ne sont pas très épaisses, mais enfin quand même un petit peu, ces éprouvettes sont a priori homogènes. Donc, elles contiennent un matériau unique qui a les propriétés de la zone qu'on souhaite analyser. Et donc, vous voyez ici l'évolution de la limite d'élasticité pour ces mesures. Et les mesures ici sont les petits points ici. Ça, c'est les différents résultats des mesures de microtraction. Et donc, vous voyez
que dans la zone affectée thermiquement. Je vous avais dit tout à l'heure, dans la zone affectée thermiquement, on a des formations de ces bêta primes, donc des gros précipités, et ces gros précipités vont donc avoir pour effet d'adoucir le matériau. Et puis, il y a également l'effet de la dissolution. On augmente la température, on va dissoudre certains précipités, on va en faire grossir d'autres. Donc, tout ça a un effet néfaste sur les propriétés mécaniques. Hop, grosse chute de limite d'élasticité dans la zone affectée thermiquement. Et puis ici, dans le noyau, on a un petit peu de formation de zone GP dont je vous ai parlé, et donc il y a un petit durcissement associé à la formation de ces zones GP. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à 1 mètre minute, eh bien, on a une zone affectée thermiquement qui est relativement étroite. À 200 mm par minute, on a une zone affectée thermiquement qui est beaucoup plus large. Donc ça va avoir un impact sur les propriétés mécaniques, on va y revenir. Et on voit aussi que la partie douce de la zone affectée thermiquement est aussi plus large. Donc vous avez ici quelque chose qui est assez étroit, une zone qui est assez étroite au niveau des propriétés mécaniques. Alors il y avait un problème quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là. C'était la modélisation de l'écrouissage en fonction de l'état de précipitation. Donc on est revenu un petit peu en arrière en se disant, bon, apparemment, c'est un problème compliqué, l'influence de l'écrouissage sur l'état de précipitation. Et donc, on s'est attelé à essayer de développer un modèle qui pourrait tenir compte de l'état de précipitation et l'influence sur l'écrouissage. Et donc, en fait, sur l'influence sur le stockage et la restauration dynamique des dislocations. Donc, si on prend ici, on est de nouveau dans des traitements thermiques. Si on prend la pente plastique en fonction de la contrainte, eh bien, finalement, dans un matériau pur, on s'attend à ce que ce soit linéaire, mais dans un matériau, dans un alliage ici, eh bien, on constate que finalement, c'est pas très loin d'être linéaire, donc on va faire l'hypothèse que c'est linéaire, ce qui est une assez grossière simplification, mais enfin, ça marchait pas trop mal dans la plupart des conditions. Et puis, eh bien, sur base de ça, on va définir ce qu'on va appeler le stockage de dislocation, le paramètre ici, qui est la valeur initiale de cette courbe, et puis la restauration dynamique. Donc le stockage des dislocations associé à l'addition de nouvelles dislocations dans le matériau, et puis la restauration dynamique, le fait que des dislocations vont s'annihiler lorsqu'on va déformer le matériau. Et ce qu'on veut, c'est connaître l'évolution de θ et β en fonction de l'état de précipitation. Donc, commençons par le stockage des dislocations. Et donc, on a un modèle qui a été proposé par Estrin et qui nous permet de faire le lien entre, donc ça, cette équation-là, elle a été rappelée par Yves Bréchet dans sa présentation juste avant. Et ici, on a l'évolution de la densité de dislocation en fonction de la déformation plastique. Et on peut montrer donc que c'est proportionnel à la racine carrée de la densité de dislocation, donc la partie stockage. Et puis ici, il y a la partie restauration dynamique. Et Estrin a proposé de rajouter un terme qui tiendrait compte de la distance entre les défauts. Et donc, tenant compte de la distance entre les défauts, ça nous permet de rajouter un terme qui serait lié à nos précipités. Nos précipités sont finalement des défauts qui sont répartis, on va dire, de manière homogène dans le matériau, et donc c'est des ancrages des dislocations. Alors, le problème, c'est que si vous appliquez cette équation-là en fonction du rayon du précipité, eh bien, vous voyez qu'au rayon de transition, où on commence à avoir des boucles de Rowan qui apparaissent, avant ça, vous n'avez pas de stockage de dislocation supplémentaire, eh bien, on a une marche assez brutale. Et alors, si vous regardez expérimentalement ce qui se passe, donc la marche assez brutale, elle nous prédirait ceci, l'évolution de θ ici en fonction du rayon, boum, grosse augmentation au rayon de transition, on aurait ça. Or, expérimentalement, ce n'est pas ce qu'on observe.
on voit que l'augmentation est beaucoup plus lente et que finalement, après une augmentation, après finalement un rayon qui est particulièrement grand, typiquement de l'ordre du rayon à partir de laquelle on va avoir de l'incohérence entre le précipité et la matrice, eh bien, on observe une diminution de ce paramètre de stockage et dislocation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, au moment où vous avez ces dislocations qui sont, donc ces boucles de Rowan qui sont créées autour de vos dislocations suite au déplacement des dislocations, suite à la déformation plastique qui va amener les dislocations à interagir avec les précipités, eh bien, on va continuer à déformer, donc la contrainte va augmenter, et puis ces boucles de Rowan peuvent être instables, elles peuvent finalement cisailler le précipité et donc s'auto-annihiler quelque part. Et donc, on a finalement pris en compte cette auto-annihilation, cette disparition des boucles de Rowan par un petit facteur très simple. Donc, vous voyez, on reste dans la modélisation très simplifiée. Et finalement, on arrive à prendre en compte cette augmentation lente du stockage et dislocation en fonction du rayon des précipités. Alors, la deuxième partie, c'est la restauration dynamique. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle qui était basé sur de la statistique d'interaction, mais plutôt vous montrer ici le résultat. Et donc, si on prenait un modèle simplement, dire que si la matrice est plus dure, eh bien, les dislocations ont un peu plus de mal à se déplacer, et donc on va restaurer moins facilement, on obtenait ceci. Et si on tenait compte du fait que la présence des précipités favorise le glissement dévié, donc vous pouvez changer de plan plus facilement parce que vous avez d'autres dislocations, d'autres bouts de Rowan qui vont vous gêner. Finalement, sur base de ça, eh bien, vous avez une restauration dynamique et favorisée. Si vous êtes capable, si votre dislocation est capable de bouger un petit peu plus, eh bien, elle va statistiquement avoir plus de chances de rencontrer des copines avec lesquelles elles pourront s'annihiler. Alors maintenant, à quoi ça ressemble dans les soudures? Eh bien, on a appliqué ce modèle à des soudures et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc ici la zone affectée thermiquement. Vous voyez que dans la zone affectée thermiquement, je vous ai dit, on a des bêta primes qui sont vraiment des plus gros précipités. On a des gros précipités dans la zone affectée thermiquement. Donc, on va avoir beaucoup de boucles de Rowan qui vont être stockées. Et donc, c'est pour ça que dans la zone affectée thermiquement, on observe une augmentation significative de ce paramètre θ, donc de ce stockage de dislocation. Alors, vous voyez qu'en fonction de la vitesse d'avance, donc en bleu, vous avez 1 mètre par minute, et en rouge, vous avez 200 mm par minute, donc la vitesse lente, et bien on voit qu'à 200 mm par minute, on a des plus gros précipités. Je vous ai montré quelques résultats de microscopie électronique en transmission où je vous montrais que les précipités étaient nettement plus gros. Et donc, puisque ces précipités sont plus gros, eh bien, ils vont favoriser le stockage des dislocations. Et donc, vous allez avoir un paramètre de stockage-dislocation qui est plus élevé. Et puis, dans la partie centrale de la soudure, et ça, je ne vous en ai pas parlé beaucoup, vous avez de la solution solide, donc vous avez beaucoup d'éléments qui forment éventuellement des clusters, donc des zones GP, et puis ces fameuses zones GP, bien, elles ont éventuellement envie de se rassembler pour former des précipités un peu plus gros, et donc le mouvement de dislocation va favoriser de rassembler un peu les choses et de permettre à la précipitation de se faire. C'est ce qu'on appelle de la précipitation dynamique. Et donc, Alexis Deschamps, qui est assis ici, a étudié finalement ces phénomènes dans les alliages d'aluminium et montré qu'on pouvait effectivement avoir donc un durcissement qui est associé à la déformation plastique, qui est associé vraiment à la précipitation en cours de déformation plastique. Alors, bien, je vous parlais du paramètre bêta,
et du glissement dévié, qui est favorisé en présence de gros précipités, ben vous voyez ici que ce fameux paramètre bêta qui décrit donc la capacité de restauration des dislocations. Et vous voyez que lorsqu'on est à 200 mm par minute, c'est-à-dire qu'on a une vitesse d'avance lente, donc on a le temps de croître bien ces précipités, eh bien, vous avez une capacité de restauration dynamique qui est plus élevée qu'à 1 mètre par minute, où on va nettement plus vite. Et donc, on a des précipités plus petits et donc moins le temps de les faire croître. Alors maintenant, on en arrive à connaître la limite d'élasticité dans les différentes zones de la soudure. On connaît leur capacité d'écrouissage à travers le paramètre θ et β dont je vous ai parlé, donc les paramètres de stockage et dislocation et de restauration. Et maintenant, on aimerait bien savoir comment les différentes propriétés locales vont avoir un impact sur les propriétés globales du joint. Alors, il y a un paramètre que les gens qui travaillent dans la soudure aiment bien de connaître, c'est ce qu'on appelle l'efficacité du joint. C'est le rapport entre la résistance à la traction d'une soudure et la résistance à la traction du matériau de base, donc avant soudage. Donc ça, c'est vraiment un paramètre que les gens de la soudure aiment bien de connaître, parce que ça leur permet de faire la conception du joint et surtout la conception de la structure en connaissant ce qu'on appelle l'abattement de propriétés associées à la soudure. Et puis, nous, on a voulu aller un petit peu plus loin que ça. On voulait connaître aussi la distribution des déformations plastiques et puis finalement la ductilité et même la résistance à la rupture des joints soudés. Alors, d'abord, la première chose, c'était de faire un modèle élément fini, donc de la traction transverse. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on tire par ici et par ici sur notre maillage. Et donc, on étend notre maillage qui est composé de différents éléments qui vont à chaque fois avoir les propriétés qui ont été prédites par les différents éléments de notre modélisation. Donc finalement, dans chaque petit élément fini, vous avez une distribution, enfin un cycle thermique qui va être prédit. Vous avez sur base de ça un rayon et une fraction volumique de précipité. Sur base de ça, vous avez une limite d'élasticité prédite et une capacité d'écrouissage prédite. Et donc ça, on l'a fait pour les différents éléments des aimants finis de ce maillage. Et alors, sur base de ça, eh bien, lorsque vous tirez sur ce maillage donc, virtuellement, eh bien, vous vous retrouvez à pouvoir prédire. Donc ici, c'est la déformation dans la direction YY, qui est la direction de traction, en fonction de la position, ici, la position Y. Et vous voyez qu'on peut prédire la distribution de déformations plastiques, comment est-ce que la plasticité va se localiser. Donc, elle va se localiser favorablement dans les zones les plus molles, hein, donc du matériau, et ici du matériau hétérogène, puisqu'on parle d'une soudure. Et on a également mesuré ce genre de choses par DIC, donc Digital Image Correlation. On peut observer ce matériau et voilà ce à quoi ça ressemble au niveau simulation. Et puis on a obtenu ce même genre de choses expérimentalement qu'on peut comparer ici à la mesure. Alors vous voyez que bon, c'est loin d'être parfait, mais il faut se rendre compte qu'on est occupé à additionner un certain nombre de modèles, donc c'est déjà pas mal. Et surtout, vous voyez qu'ici, au niveau de la zone affectée thermiquement, on n'a pas trop mal prédit le comportement. Et puis on peut aussi avoir la courbe de traction prédite. Alors, vous voyez que pour le 6056, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais je vous ai quand même dit que le modèle de précipitation était différent. Vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué, donc on a un petit peu moins bonne prédiction. N'empêche qu'on arrive quand même à déjà prédire au moins bien la limite d'élasticité de la soudure, à partir de quel moment la soudure va entrer en plasticité. C'est déjà très intéressant comme résultat. Donc ici, vous voyez que sur le 6005, on arrive à merveilleusement bien prédire
on va dire presque de manière magique, quand on pense à toutes les différentes parties qui ont été assemblées, eh bien, le comportement en traction de cette soudure. Et donc ce fameux paramètre dont je vous parlais tout à l'heure, la limite d'élasticité, la résistance à la traction de la soudure divisée par la résistance à la traction du matériau de base, eh bien, vous l'avez ici. On a été capable de le prédire sur base des paramètres du procédé. Alors, on ne s'est pas arrêté là, on a voulu aller un peu plus loin, et une étape plus loin, c'était la modélisation de l'endommagement. Savoir comment les cavités qui naissent sur ces particules alpha, qui sont des phases au fer, qui sont présentes dans les alliages aluminium et qui sont un peu là les crasses qu'on ne sait pas vraiment nettoyer par rapport au fait qu'on part de bauxite qui contient du fer, et donc bon, on nettoie un petit peu, mais finalement on se retrouve quand même à avoir une certaine proportion de fer et puis une certaine proportion de manganèse qui vont d'ailleurs avoir un effet sur la recristallisation et sur le comportement lorsque on va mettre en forme ces tôles. Mais nous on va les regarder un peu comme un résultat, et donc elles sont là, et quel impact elles vont avoir. Ces particules ces particules alpha, donc ces phases au fer, vont se rompre lorsqu'on va déformer le matériau. À un moment, on va atteindre une contrainte critique. Et cette contrainte critique va causer la rupture. Donc vous voyez ici une jolie image d'une rupture de phase alpha lorsqu'on a déformé le matériau. Et donc, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que donc elles vont naître. C'est la germination de ces cavités, et puis elles vont croître lorsqu'on va déformer, elles vont grandir jusqu'au moment où il va y avoir des instabilités qu'on appelle la coalescence. Donc ces cavités la déformation va se localiser, et puis la rupture du matériau va finalement arriver. Alors en fonction de la fraction volumique de ces phases alpha, de leur forme, on peut prédire par un modèle. Alors d'abord c'est Gurson qui a développé ça, et puis il y a eu des extensions très nombreuses pour tenir compte de la forme, des aspects coalescence, etc. Et sur base de ça, on peut prédire comment vont croître et à partir de quel moment ces cavités vont coalescer. Et à partir du moment où elles coalescent, évidemment, on s'attend à avoir de la rupture. Et donc, à nouveau, on revient à des traitements thermiques isothermes pour un petit peu valider les modèles, comprendre comment les choses se comportent. Et donc, en fonction de la limite d'élasticité, je vous ai dit, quand on fait des traitements thermiques isothermes, vous voyez que la limite d'élasticité, d'abord, elle augmentait, puis elle diminuait. Eh bien, vous voyez ici que la déformation à rupture, eh bien, elle a l'effet inverse. Elle évolue de manière inverse. Et pourquoi est-ce que c'est ça? C'est essentiellement lié à la germination. Si vous avez une limite d'élasticité très élevée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir de la germination beaucoup plus tôt. Vous n'avez pas beaucoup déformé, vous avez déjà une contrainte très élevée, et donc vous allez déjà avoir des cavités qui vont apparaître, des ruptures de ces phases alpha qui vont apparaître, alors que vous avez finalement déformé très peu votre matériau. Vous avez une limite d'élasticité élevée. Par contre, si vous avez une limite d'élasticité faible, vous pouvez déformer beaucoup votre matériau, votre matrice va se déformer, mais vous n'allez toujours pas rompre vos phases alpha. Et puis, finalement, atteindre à un moment une contrainte nécessaire pour la rupture de la phase alpha, et à ce moment-là, vous allez commencer à endommager votre matériau. Donc ça, c'était pour des traitements thermiques isothermes. Et un autre aspect qu'on avait observé lors de ces traitements thermiques isothermes et qui nous ont permis de comprendre pourquoi est-ce que l'alliage 6056 avait une déformation et rupture beaucoup plus faible que l'alliage 6005A, eh bien, il y avait en fait d'autres petites particules qui avaient un impact sur l'endommagement. Donc, lorsque vous regardez ces phases alpha, ça c'est les grosses
les gros trous qui sont là. Vous voyez, sur le 6005A, on voit essentiellement des gros trous. Et puis sur le 6056, en plus, il y avait plein de tout petits trous qu'on avait observés lorsqu'on regardait un échantillon cassé. Et ces petits trous, en fait, sont associés à des phases manganèses qui permettent de contrôler la recristallisation lors des différentes phases de production des alliages d'aluminium. Et donc ça, ça a un effet assez néfaste, évidemment. Si vous avez plein de petits trous qui se font au milieu des grands trous, vous comprenez bien que l'étape de coalescence va être un petit peu plus rapide. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ces différents modèles sont assemblés pour arriver à l'optimisation des soudures. Alors d'abord, on a envie de savoir comment la vitesse d'avance et la vitesse de rotation vont impacter sur la résistance à la traction et puis éventuellement sur la limite d'élasticité des soudures. Mais donc cette fameuse efficacité de joint dont je vous parlais, dont la communauté de soudage est très friande. Et vous voyez qu'on arrive très bien à prédire avec ce modèle en fonction de la vitesse d'avance. Donc moi, je vous ai surtout parlé de 200 mm/min et 1 m par minute. Vous voyez qu'il y a une grande évolution de la limite d'élasticité des joints en fonction là, je vais vous montrer la résistance à la traction. La limite d'élasticité, elle est ici. Donc, on voit que si on augmente la vitesse d'avance, eh bien, on a une meilleure efficacité de joint. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Et donc là, ce n'était pas un grand scoop, mais en tout cas, on arrive à le prédire. Et ça, par contre, c'était particulièrement intéressant et donc montrer que la modélisation intégrée permettait quand même d'arriver quelque part en termes de prédiction de paramètres qui sont vraiment utiles pour celui qui fait la conception des joints. Alors, je vous avais dit qu'on était allé jusqu'à l'endommagement, donc prédire la résistance à la rupture. Et là, au départ, quand les premiers résultats expérimentaux sont arrivés, on avait une espèce de banane comme ça, en fonction de la vitesse d'avance. La résistance à la rupture d'abord diminuait et puis réaugmentait. Et donc, on ne comprenait pas bien ça parce qu'il y avait différents effets couplés, des effets de triaxialité. Si les déformations ne sont pas réparties, les contraintes sont triaxiales, déformations pas réparties homogènement. Tout ça va avoir un impact sur l'endommagement. En plus, je vous ai parlé des problèmes de germination tardive. Et donc, tout ça couplé, bien, le cerveau humain classique a du mal quand même à comprendre tout ça. Par contre, lorsqu'on couple ces différents modèles, eh bien, on voit qu'on arrive très bien à reproduire cet effet banane qu'on avait observé pour l'évolution de la déformation à rupture. Donc ça, c'était vraiment intéressant et ça montrait que finalement, on avait quand même prédit quelque chose qui était par contre pas du tout évident a priori. Et puis ici, on voit que cet effet de seconde population dont je vous ai parlé avait un impact énorme et vous voyez qu'on prédit encore pas tellement bien. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je m'attelle un petit peu en ce moment, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans cet alliage. Pourquoi est-ce que finalement, il a une très très faible ductilité. Vous voyez la ductilité ici, donc ça c'est des expériences ici. Vous avez un alliage 6056, il est là. Et puis le 6005, il est ici. Vous voyez que c'est des déformations logarithmiques. Donc vous voyez que c'est un impact énorme sur les déformations qu'on peut atteindre. Alors, il y avait la température initiale et de refroidissement. Pourquoi pas essayer d'augmenter la température initiale du joint, donc dire qu'on préchauffe le joint, ou éventuellement changer la vitesse de refroidissement. Et vous voyez l'impact qui est prédit par le modèle. Alors là, maintenant, on est vraiment dans le cadre de la prédiction du modèle. Donc là, on le lance vraiment dans ses retranchements et on voit que eh bien, le modèle prédit qu'on va augmenter un petit peu la ductilité du joint pour un joint 6005A, lorsque on augmente la température initiale de la soudure. Et puis, vous voyez ici la vitesse de refroidissement. Eh bien, finalement, si on refroidit plus rapidement, c'est intéressant pour un alliage 6056 qui a une précipitation, je vous ai dit, hétérogène. Donc, il est très sensible à la vitesse de refroidissement. Si vous refroidissez beaucoup plus rapidement, vous allez défavoriser la précipitation. Donc, vous allez refroidir, vous allez précipiter
enfin, vous allez avoir une précipitation plus efficace. Et donc, au final, vous allez avoir une dissolution plus efficace et puis, moins de dissolution. Vous avez moins de dissolution lorsque vous refroidissez plus rapidement. Et donc, voilà. Et donc, l'effet, finalement, c'est d'augmenter la résistance de votre soudure. Alors, vous avez d'autres possibilités originales. Je vous ai dit qu'actuellement, dans les dispositifs expérimentaux, généralement, on met de l'acier comme plaque support. Mais pourquoi ne pas mettre du cuivre comme plaque support? Ça permettrait de pomper de la chaleur, de refroidir plus rapidement. Alors, voilà ce qui est prédit par le modèle en termes de cycle thermique. Et donc, vous voyez qu'au lieu de monter à 350 degrés, vous montez à 250 degrés. Là, on était à 10 mm du centre de la soudure. Et donc, le modèle nous prédit l'évolution de la précipitation et de la limite d'élasticité. Et vous voyez qu'en fait, on prédit une dissolution de précipité beaucoup moins marquée dans la zone affectée thermiquement. Et ça, évidemment, c'est intéressant pour la résistance du joint. Donc, si vous dissolvez moins de précipité dans vos zones affectées thermiquement, eh bien vous gardez beaucoup plus de la résistance du matériau de base. Le matériau de base qui était composé donc, de ces petits précipités bêta secondes qui offraient une bonne résistance. Eh bien, si vous évitez d'en dissoudre trop et que vous évitez de les croître trop, eh bien, vous allez avoir une meilleure résistance. Bon, alors là je mets une question ouverte. Bon, est-ce que ce genre de soudure est effectivement réalisable et sans défaut? Et puis, il y avait autre chose qui pouvait être intéressant. On peut aussi jouer sur la composition de l'alliage. Finalement, on aurait envie d'augmenter la composition en magnésium. Si vous avez plus de magnésium dans votre alliage, eh bien, vous allez avoir un alliage plus résistant. Quel est l'impact sur la soudure? Eh bien, on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément intéressant pour une soudure. Finalement, on ferait peut-être mieux de faire un compromis entre la résistance du matériau de base et la résistance de la soudure. Si on a une soudure qui est beaucoup plus faible quand on augmente la résistance du matériau de base, ce n'est pas forcément intéressant pour l'ensemble de la structure. Et donc voilà, on avait réussi à montrer ça en utilisant ce modèle. Et donc vous voyez que ça a vraiment une implication, un intérêt au niveau de la conception de matériaux pour les soudures. Et puis un dernier point, c'était l'étroitement thermique post-soudage. Alors ça, c'est quelque chose dont l'industrie qui applique le soudage en pratique, notamment dans le domaine aéronautique, eh bien, il se pose un peu la question, est-ce qu'il faut faire des traitements thermiques post-soudage? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut redonner de la résistance aux matériaux en permettant que tous ces précipités qui ont été dissous à cause du soudage soient reprécipités et donc on ait un matériau plus résistant. Et donc ici, eh bien, on a fait quelques résultats expérimentaux parce qu'on avait essayé ça au niveau de la dureté. Donc ici, ce n'est pas de la limite d'élasticité, mais enfin finalement, c'est un peu la même chose. Et vous voyez qu'on arrivait très bien par le modèle à prédire encore une étape de plus, qui était l'étape de reprécipitation après un traitement thermique post-soudage. Et on arrive à prédire alors la courbe de traction qu'on aurait observée si on effectuait cette opération. Et donc on voit qu'on a un effet très favorable sur la résistance et une légère diminution de la résistance à la rupture. Donc finalement, pour conclure, eh bien, je vous dirais que tout ce chaînage de modèles qui a été validé nous a permis de faire le lien entre les paramètres du procédé, donc la vitesse d'avance, la vitesse de rotation, le couple qui est nécessaire au procédé, et puis la résistance des soudures, et donc cette fameuse efficacité de joint, et même l'endommagement qui est encore quelque chose qui est finalement peu étudié dans les soudures, mais qui présente un réel intérêt pour savoir comment une soudure va se comporter en service. Et puis à côté de ça, bien, je dis, bon, ce serait peut-être intéressant maintenant d'aller vers des structures, utiliser ça dans des structures. Et donc ça, c'est tout à fait envisageable, évidemment. On pourrait maintenant, au lieu de simuler par élément fini une traction
de soudure, eh bien, on pourrait simuler le comportement complexe d'une soudure. Maintenant, le problème, c'est que vous devez tenir compte des anisotropies qui peuvent apparaître, et donc ça complexifie encore les modèles. Et donc, vous voyez qu'il y a encore moyen d'aller beaucoup plus loin dans ce genre de résultats. Alors, bon, voilà différents aspects qui avaient été mis en évidence. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la résistance? Eh bien, vous voyez qu'on peut faire ça en augmentant la vitesse d'avance. Ça, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est assez connu. On peut augmenter on peut mettre une plaque support hautement conductrice. Donc, je vous ai parlé de mettre une plaque support en cuivre, par exemple. On peut faire des traitements thermiques post-soudage. Tout ça, ça va augmenter la résistance. Et puis, quelque chose d'un petit peu original par rapport à ce qui est finalement assez connu dans le milieu du soudage, c'était vraiment les effets de ductilité et comment est-ce qu'on pouvait augmenter la ductilité et puis les effets de vitesse de refroidissement et ces différents aspects. Voilà. Donc ça clôture mon exposé. Je vous remercie pour votre attention.